Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Hugo et je suis UX UI designer. Vous verrez aussi peut-être product designer ou plus simplement designer d'interface. Moi mon rôle dans l'équipe c'est de comprendre en fait les besoins du projet et ensuite de les traduire du coup en solutions qui sont visuelles. Et pour ça je vais avoir besoin de travailler avec Axel, avec Vincent, avec Bertrand pour faire du bon travail. Et l'idée aujourd'hui c'est de vous parler justement de comment je communique avec les équipes, comment on travaille ensemble dans les différentes étapes d'un projet. Donc moi je viens de Lyon, je me suis un peu perdu clairement. Je suis un geek, je suis un passionné, ce qui me mène en fait à être très curieux et à m'intéresser beaucoup à tout ce qui tourne autour de la tech. Ça fait 18 ans maintenant que j'évolue dans le web et du coup en 18 ans vous allez voir mon métier a beaucoup évolué. Et donc j'ai appris à coder, j'ai appris à apprendre des nouveaux outils en fait pour créer des produits et arriver à un métier de UX designer aujourd'hui. Il m'arrive de supporter aussi la SM quand il ne joue pas contre le loup. Alors, là je dois... Voilà. Je voulais introduire un petit peu ma présentation en vous montrant un petit panel de quelques clients, juste pour vous rendre compte qu'en fait, tous mes clients sont différents, avec des tailles différentes, des équipes différentes. Par contre, ils ont toujours à la recherche en fait, d'améliorer leurs produits, de créer de belles interfaces qui soient faciles à utiliser, très simples, et qu'on soit en fait une petite start-up qui se lance, qui a juste une idée, qui a besoin justement de tout créer, ou alors un grand compte comme par exemple EDF, qui travaille dans le nucléaire, où eux ils ont besoin d'améliorer les interfaces, soit plus simples, plus faciles, etc. Moi en fait, je travaille toujours avec à peu près les mêmes personnes, c'est assez récurrent, donc que ce soit une équipe de 3 personnes ou quelques centaines, en fait, toujours un peu les mêmes profils qui reviennent. Moi j'ai commencé en 2004, mon métier on l'appelait web designer, et aujourd'hui on dit UX UI designer, vous allez voir pourquoi en fait. À l'époque, quand j'étais web designer, j'avais des outils qui étaient différents. J'utilisais Photoshop, qui était un outil pour la photo, on utilisait Flash pour les animations, Illustrator pour les illustrations. C'était des outils qui n'étaient pas adaptés, donc c'était compliqué. On nous demandait aussi d'apprendre en fait, à coder, il n'y avait pas d'intégrateur. Le métier d'intégrateur, c'était le métier de web designer, c'est-à-dire qu'on devait savoir faire du HTML, du CSS, du JavaScript. À l'époque, il y avait aussi du PHP, du MySQL. Donc on savait tout faire, on savait publier un site internet, le designer, publier, c'était notre métier. On designait aussi avec des technologies différentes, on a des contraintes visuelles, qui étaient des tableaux, qu'on n'a plus aujourd'hui. Pas pour la visuelle en tout cas. Ça nous créait des limitations visuelles, mais pour autant, on n'avait pas autant de règles qu'aujourd'hui, et donc on était beaucoup plus créatifs. Aujourd'hui, c'est complètement différent, le métier est devenu mature, on a des outils qui sont dédiés à notre métier, on a Figma, on a Sketch qui était le premier, Adobe XD qui va certainement être remplacé par Figma, si vous suivez l'actualité. On peut, grâce à ces outils, se passer de code, de base en fait, on peut faire du design sans faire de code. Vous allez voir que quand même par la suite, en fait, c'est quand même nécessaire de savoir faire du code aujourd'hui. On suit des guidelines, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a appris de l'utilisateur comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait sur une interface, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a besoin. On passe plus de temps sur la recherche et moins sur l'exécution, grâce aux outils justement qui sont faits pour nous faciliter la vie sur l'exécution. Et donc, comme je disais, on n'a pas nécessairement besoin de coder. Mais pour autant, mon point de vue, c'est qu'un bon designer doit savoir coder. Premièrement parce qu'il va être en relation justement avec les équipes techniques, donc il faut qu'il parle le même langage. C'est hyper important, c'est-à-dire que vous ne devez pas forcément coder, mais vous devez savoir en fait comment ça fonctionne. Alors la base c'est quand même tout ce qui va être HTML, CSS, JavaScript pour le front. Après si on part sur du back ça devient plus technique, mais ça permet en tout cas de mieux communiquer ensemble, d'avoir moins de surprises, c'est-à-dire quand on design une maquette en sachant comment elle va être intégrée, on évite en fait des surprises d'intégration, ça va plus vite, justement en évitant ces surprises. Et en discutant avec le développeur, on peut facilement trouver des solutions ensemble. C'est pas que le designer en fait de dire en fait ce qu'on doit faire, parce qu'il y a des contraintes de temps qui ne dépendent pas juste en fait du design. Après, il va être intégré, il va y avoir la data, il va y avoir ce genre de choses. Donc on va travailler vraiment ensemble. Et c'est pareil en fait pour l'intégrateur, donc maintenant qu'il y a un nouveau métier qui est séparé du designer, qui lui va prendre les maquettes et les transformer en code. Le fait qu'il ait une sensibilité pour le design, ça lui permet d'être pixel perfect, donc de vraiment respecter les visuels, et de proposer, donc, comme je disais, donc des solutions alternatives si besoin. Je voulais vous parler un petit peu en fait d'une timeline
déroulé de produits classiques que je retrouve assez régulièrement chez mes clients. Après, évidemment, c'est différent en fonction du besoin, mais je vais essayer de vous parler de ce que je vois régulièrement en fait, quand je travaille avec mes différents clients. Ça commence toujours par un brief, peu importe l'étape du projet. C'est-à-dire que moi, mon but à moi, c'est de comprendre quel est le besoin. Alors, il y a deux besoins. Il y a un besoin utilisateur, dont on parle beaucoup dans mon métier, mais il y a aussi un besoin business. C'est-à-dire que moi, je dois à la fois créer des interfaces qui sont facilement utilisables, comme je disais, qui soient accessibles, qui soient jolies, mais aussi il y a un besoin business derrière. C'est-à-dire que bon, moi, je m'adresse à des clients qui ont des équipes, qui doivent les payer, ils doivent gagner de l'argent. Donc moi, je dois concilier tout ça et je dois faire en sorte que l'interface soit la plus sympa à utiliser et qu'elle réponde à tous ces besoins business. Pour ça, en général, sur cette partie-là, donc on communique à trois. Souvent, donc, il y a le project owner, donc ça va être soit le fondateur parce que c'est une petite équipe, soit il y a vraiment des équipes dédiées avec un PO. Je vais être aidé du CTO s'il y a des questions qui sont techniques. Alors en général, ça intervient quand il y a déjà un projet qui est en place, où j'ai besoin de savoir en fait quels ont été les choix. Parce que parfois, en fait, on fait des choix qui sont liés à un besoin utilisateur, mais on fait aussi des choix parce qu'ils sont techniques. C'est-à-dire si j'ai une contrainte de temps, parfois on va aller plus vite, donc on ne va pas faire les choses quand on avait prévu de les faire visuellement, on va s'adapter pour que ça aille plus vite à développer. Donc dans ces cas-là, c'est important pour moi d'avoir des retours là-dessus. Et il m'arrive aussi de faire appel au data analyst, qui va me permettre en fait de comprendre ce qui se passe à certains moments. Pourquoi en fait on se rend compte qu'il y a ce besoin-là, mais est-ce qu'on a vraiment compris comment se comportait l'utilisateur sur la plateforme? Une fois qu'en fait moi j'ai ce brief là, je suis un peu tout seul en général, c'est-à-dire que je fais de la recherche. Alors la recherche, mes outils c'est sur les sites internet, donc j'utilise Dribble, Pinterest. J'utilise, alors j'ai mis papier crayon, mais aujourd'hui maintenant on a les tablettes qui sont géniales pour ça. Je m'appuie sur les guidelines des plateformes en fonction de ce que mes clients utilisent. Et du coup, mon travail à ce moment-là, c'est de chercher les meilleures solutions par rapport au brief qui m'a été donné. À ce moment-là, c'est pour ça que j'ai mis optional, c'est que je peux faire appel parfois au PO, au CTO, parce que je vais peut-être avoir des questions, c'est-à-dire j'ai des idées qui me viennent. Je me dis ok, là c'est peut-être un peu technique, mais peut-être qu'on peut quand même le faire. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans une période où on a du temps, donc c'est important pour moi de comprendre en fait comment les équipes sont à ce moment-là, et de me dire est-ce que je me lance dans un visuel qui je sais je vais perdre du temps moi à le faire, et à la fin on va dire maintenant en fait on n'a pas le temps, ou est-ce que justement je communique à ce moment-là pour me dire ok, on voit pas trop encore ce que tu fais parce qu'on n'a pas vu le visuel, mais ça semble intéressant, allons-y, essayons. Une fois que j'ai fait mes recherches, alors là je passe sur Figma, c'est beaucoup d'exécution, c'est la partie peut-être la plus rapide au final, parce que Figma, une fois qu'on sait faire des carrés, des ronds, mettre de la couleur, c'est assez facile. Et par contre, c'est l'étape qui me permet de valider en fait, les idées que j'ai eues précédemment. Et dans cette validation d'idées, parfois ça ne marche pas. Entre ce que j'ai eu dans la tête et ce qui se produit réellement à l'écran, ça ne marche pas. Et donc c'est là où je vais parfois revenir vers le plus haut, vers les devs, pour trouver des solutions. Et c'est là où la communication est hyper importante. Parce qu'on va avoir à travailler ensemble vraiment. Moi, je vois pas on travaille comme je suis designer et c'est moi qui dis comment on doit faire et c'est moi qui vraiment gère le visuel. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour apporter des solutions, pour gérer son temps, pour faire en sorte que ce soit intégrable et pas juste un joli prototype qui verra jamais le jour parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Une fois que j'ai fini moi, mes maquettes, je passe à la livraison. Alors en fonction des tailles d'équipe, j'ai deux cas. Alors là j'ai pris le cas où c'est une petite équipe où j'ai le product owner et avec moi le dev qui va s'occuper de l'intégration pour lui expliquer ce que j'ai fait, pour lui expliquer des points peut-être un peu techniques. En général le développeur, une fois qu'il a les maquettes, il n'a plus trop besoin de moi parce que les outils sont très bien faits aujourd'hui. Avec du Figma, si c'est bien fait, il n'a vraiment pas besoin de moi, il a tout ce qu'il faut sous les yeux. Et donc à ce moment-là, je présente mon travail, c'est là où j'ai des retours. Ah Hugo, là ça va pas, en fait, il va falloir refaire parce que là on va pas avoir le temps de le faire. Ou au contraire, c'est bon, c'est validé, et du coup on passe à la suite. Et dans les plus grosses équipes, cette étape-là, en fait, je reviens dessus de livraison, elle se passe juste avec le PO, c'est-à-dire lui il m'a fait une user story, il m'a décrit le besoin, j'ai répondu, je l'ai présenté, il a validé, et ensuite on va le présenter aux équipes de dev. Donc ce que j'ai appelé le backlog refinement, c'est comme ça qu'on appelle ça chez EDF notamment.
Je crois qu'il y a différentes façons de l'appeler. L'idée là, c'est de présenter les user stories. Donc c'est avec le PO qui va présenter ces user stories aux développeurs. Les développeurs vont dire ok, moi j'ai peut-être des questions. Et c'est là où moi j'interviens parce que je vais leur expliquer s'ils ont des questions, des suggestions. Et à ce moment-là, souvent aussi, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et parce que techniquement, en fait, on a d'autres contraintes, ou alors on peut avoir des user stories aussi qui se croisent. Et donc là, c'est aussi un moment en fait, où on travaille ensemble pour faire en sorte d'arriver en fait, à une solution qui convient à tout le monde. Donc ouais, j'arrive du coup sur la fin de ma présentation. Bon, si vous avez des questions, du coup, je vais me mettre là. Merci beaucoup Hugo. Et super, aussi dans les temps. Donc, est-ce qu'on a une question pour Hugo avant de passer en config équipe? Bonjour, moi j'ai une question très simple. C'est quoi la place de material design dans ta vie? Et bien étonnamment, aujourd'hui, elle est très présente. Alors c'est pas toujours le cas, ça va dépendre des projets. En tant que designer, moi je suis plus attiré évidemment par l'écosystème Apple. C'est une sensibilité qui est assez commune chez les designers. Mais si je prends l'exemple encore une fois de mon client EDF, eux ils sont sur matériel. Donc je suis les règles de matériel. On parle tout à l'heure de guidelines, c'est-à-dire qu'on a une documentation sur le matériel qui nous explique comment en fait, à quoi doit ressembler un bouton, à quoi doit ressembler une liste d'éléments. Et nous, on fait en sorte de le respecter au maximum parce que chez nos équipes, on a à peu près 60 applications. On est 30 designers. Et donc, pour avoir une cohérence, en fait, on s'appuie beaucoup sur les design systems. Et notre design system est basé sur le matériel. Alors, ça tiendrait qu'à moi, je n'aurais pas acheté le matériel, mais voilà, je suis avec. Donc, l'idée, c'est de bien connaître les guidelines, c'est de s'appuyer sur le matériel pour aller plus vite, être plus efficace. Et surtout, même pour les développeurs, si on doit revenir aussi aux développeurs, eux, ils ont une application blanche où ils ont déjà en fait, tous les composants qui sont déjà designés. Et donc moi, après, mon travail, ça va être surtout de faire, on va dire, de la mise en page, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai des parcours, je vais définir les parcours, je vais poser mes éléments en fait, sur l'écran, et après, le développeur, lui, il va appeler son composant, il se ressemble déjà en fait, à ce que j'ai moi dans le Figma. Et l'idée, c'est qu'on arrive en fait, à avoir une cohérence entre les deux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, j'ai une question juste pour rebondir sur le fait d'utiliser Material Design, justement. Comme il y a des mises à jour de versions assez régulièrement, comment vous traitez par exemple, quand le nouveau matériel sort et les boutons n'ont pas du tout la même tête que la version d'avant, comment vous faites pour intégrer sur le design system, justement, qui était basé sur le matériel? D'un point de vue technique ou plus dans les connaissances visuellement, est-ce que vous dites, si le matériel change, du coup on change tout ou on conserve la version qu'on a? Alors ça dépend de l'architecture, de comment est faite en fait, l'application. Le mieux c'est de faire des surcouches en général au framework pour garder le cœur, et que quand le cœur bouge, eh ben, on ne casse pas tout. Alors moi d'un point de vue designer déjà ça me demande d'être tout le temps en alerte, c'est un peu comme dans la mode, il y a des modes, ça change tout le temps, les styles, les couleurs, les boutons, les interfaces. On a bientôt là une prochaine conf d'Apple qui va apporter encore des nouveautés, on ne sait pas lesquelles mais il va falloir un peu s'en imprégner pour comprendre après ce qui va arriver. Et d'un point de vue technique ensuite, l'idée c'est de faire en sorte de construire une plateforme qu'on puisse mettre à jour et quand il y a une mise à jour soit plus facilement réalisable. Après en général, si on respecte bien un zoning, c'est-à-dire que c'est des boutons, ça va être une question d'apparence. On crée rarement en fait des nouveaux composants. Moi j'essaie de m'appuyer au maximum sur les composants existants. Et quand je crée un nouveau composant qui est en dehors du coup de matériel, c'est pour un besoin spécifique. Mais je m'assure en amont si je peux utiliser vraiment le composant matériel, je vais utiliser le composant matériel parce que ça va être plus facile derrière, aussi bien pour l'intégration que pour l'utilisateur, ce qui va être dans une habitude. C'est pas important l'habitude en fait, pour l'utilisateur de savoir à quoi ressemble un bouton. On sait tous à quoi ressemble un bouton, on sait à quoi ressemble un lien, un paragraphe, un titre, c'est hyper important. Et donc le fait de respecter les guidelines, ça nous permet ça. La difficulté avec matériel, c'est qu'ils sont partis sur un concept de pliage, de papier, de physique un peu, recréé dans du virtuel. Donc c'est plus ça en fait à apprendre, mais une fois qu'on l'a, les mises à jour sont souvent plus dans le style que dans les fonctionnalités.
S'il n'y a pas d'autres questions précises sur le sujet design, on va remercier Hugo. Merci beaucoup pour ta présentation.